Bonjour à tous, hop, c'est un peu fort peut-être. On va commencer. Donc merci à tous pour votre participation. La salle est bien remplie. On est en milieu de journée. J'espère que vous avez pu profiter de la très belle et riche matinée. Soit pour ceux qui sont partenaires de l'écosystème dans la conférence de rentrée avec Alain Bernard, où il y a eu une restitution d'une étude IDC qui était très intéressante. J'espère que vous avez pu en profiter. Sinon, on vous partagera. Et puis après, la keynote avec Peggy Johnson et tout le super casting de clients qu'on a eu. Donc en tout cas, la journée continue. Donc on est ensemble pendant 45 minutes pour une session dont vous voyez le titre ici, autour du développement d'offres Managed Services pour notre écosystème. Et donc en fait, on va revenir dessus, mais on a une vraie ambition chez Microsoft d'accélérer très fortement avec un nouvel écosystème, d'où cette session qui est encore méconnu, peu connu, en tout cas avec une grosse croissance à venir, notamment grâce au cloud. Et donc c'est l'objet de cette session, c'est de vous expliquer toutes les opportunités qui s'offrent à vous en tant que partenaire, prestataire informatique, quel que soit votre historique et votre passé, pour voir comment, ensemble, on peut aller développer plus de business sur ces offres de Managed Services. Donc moi, je suis Edouard Payenville. Je suis en charge donc, de l'équipe des Managed Service Providers chez Microsoft, donc dans l'organisation partenaire. Je ne sais pas si tout le monde maintenant est clair avec cette nouvelle organisation. Je ne vais pas revenir dessus parce que certains ont déjà eu 3, 4, 5 fois peut-être entre Microsoft Inspire et aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une équipe qui est dédiée à cet écosystème, potentiellement à vous, donc service manager. Et on accompagne dans la construction de nouvelles offres, la mise sur le marché de ces offres et la partie co-selling pour générer un maximum de nouveaux projets ensemble. OK ? Donc rapidement, en fait, très brièvement, vous voyez que c'est un agenda qui est somme toute assez simple. On va passer un petit peu de temps ensemble. Je vais revenir d'abord sur ce que c'est qu'un modèle MSP. Peut-être que certains d'entre vous le maîtrisent déjà parfaitement bien. Peut-être que pour d'autres, c'est nouveau. En tout cas, l'objet de cette session, c'est vraiment de revenir sur ce que c'est qu'un modèle MSP, quelles sont les caractéristiques, quels sont les avantages, pourquoi aller vers ce modèle. Ensuite, on regardera comment et surtout, qu'est-ce que ça implique comme changement. Parce qu'en fait, il y a tout un tas effectivement d'activités, de change management qu'il faut opérer pour aller vers ce modèle, quel que soit entre guillemets votre historique, que vous soyez plutôt intégrateur, que vous soyez hoster, ça implique tout un tas de changements. Et puis pour confirmer tout ça, on aura à la fin le témoignage de Link-Bynet avec Samuel Menet qui est ici présent et donc qui reviendra sur justement l'expérience de Link-Bynet qui est passée dans ce modèle plutôt infogéreur, hébergeur, vers un modèle Managed Service Provider. Alors, si on commence par le tout début, ça c'est une citation que moi j'aime bien, alors elle est assez connue, je pense que personne ne la découvre, en tout cas dans sa logique, elle est assez connue, c'est Bob Erwol qui était chez Microsoft il y a quelques années, qui était CEO de Microsoft, et qui disait qu'il fallait toujours anticiper ce principe finalement de disruption sur un marché, et donc plutôt que d'attendre qu'un méchant compétiteur arrive, prenne des décisions de business model qui soient finalement un petit peu changeantes, disruptives, et qu'on devienne en position de challenger et qu'on s'adapte pour aller le rattraper, que finalement chaque acteur, quel que soit, et ça c'est valable sur tous les marchés, on puisse anticiper. Donc je trouvais que c'était pas mal de commencer par ça, parce que ça explique un petit peu aujourd'hui ce qu'on vit dans la transformation de cet écosystème IT, autour des solutions de cloud, autour de ce besoin de service manager, et donc obligatoirement l'opportunité pour vous, pour chacun d'entre vous, d'y aller tout de suite maintenant, finalement avec une certaine création de sentiment d'urgence, plutôt que d'attendre encore des mois, voire des années, puisque peut-être que demain il sera trop tard. Alors, quand on regarde, ça c'est des éléments assez classiques, notamment certains qui viennent du Gartner, hein, donc on est vraiment sur la dimension marché. Aujourd'hui, ce qui caractérise un Managed Service Provider, c'est vraiment cette notion de cycle de vente ou d'accompagnement du client en continu. Vraiment en 3 étapes, de la partie assessment. Aujourd'hui, quand on parle de migration de projets finalement data center vers le cloud ou vers Azure, on commence très en amont par des assessments, donc on accompagne le client, pas forcément d'ailleurs sous l'angle technique, ça peut être sous un angle extrêmement business, de lui expliquer quelle est la profitabilité, quel est le business model associé, qu'est-ce qu'il va y gagner en termes d'agilité et pouvoir les réinvestir en termes de coûts gagnés, pouvoir le réinvestir dans l'innovation. Ensuite, il va y avoir la deuxième partie qui va plutôt être la partie déploiement.
Donc là, connu plutôt pour tous les partenaires qui historiquement étaient dans un métier plutôt d'intégration, de delivery. Donc on va mettre en pratique, on va appliquer ce qu'on a validé dans l'assessment. Donc ça peut faire l'objet, si je continue sur cet exemple de migration de data center, d'une phase finalement de migration et de delivery. Et puis troisième étape, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas qui est extrêmement critique et qui caractérise vraiment le modèle MSP, c'est la partie run, le run de la plateforme, avec effectivement l'infogérance, avec la gestion du support, avec des SLA qu'on va rajouter, avec de l'accompagnement au changement, avec tout un tas de services, et c'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, qui vont venir enrichir l'usage de la plateforme cloud pour le client final. Et aujourd'hui, c'est là où la valeur du MSP, où elle est effectivement spécialement importante. Vous voyez tout un tas d'éléments, on vous donnera accès à toutes ces slides. Encore une fois, ce sont des choses qu'on trouve assez facilement. Mais aujourd'hui, je le rappelle, parce que souvent on dit finalement un SI, un infogéreur, un MSP, c'est la même chose. Finalement, ils accompagnent sur des projets cloud. Encore une fois, l'intérêt d'un modèle MSP, c'est cet accompagnement tout du long et finalement d'être un élément qui est très important pour tout le monde, pour vous ici, c'est d'être le one-stop shop pour le client et de gérer le projet du début jusqu'à la fin. Alors quand on regarde le marché aujourd'hui, et probablement vous vous retrouvez dans ces éléments-là, on regarde aujourd'hui le marché des prestataires informatiques, il y a plus de 3500 sociétés en France qui sont éligibles au modèle MSP. Quand on regarde, on segmente un petit peu ce marché, on a différents types de partenaires. Et là, c'est vraiment pour vous montrer que finalement tout le monde peut aller vers ce modèle. On a historiquement des hébergeurs qui avaient ou qui ont toujours leur propre data center et qui se disent bah, tiens, finalement, je vais profiter des avantages d'une plateforme de cloud public telle qu'Azure ou telle qu'Office 365 pour aller faire de l'upsell, pour aller chercher de nouveaux marchés, de nouveaux clients avec une notion de time to market assez rapide. Donc on engage et tous les jours on travaille avec des hébergeurs qui maintenant travaillent de plus en plus sur des logiques de service manager. On a les opérateurs, les telcos, là aussi, soit sous un angle collaboratif, ce qu'on appelle Modern Workplace chez nous, donc, qui est très intéressant, soit sur la partie Azure. Les telcos qui eux aussi, après le réseau, l'infrastructure et les data centers, se disent bah, finalement, si je veux augmenter ce que les telcos appellent l'ARPU, donc l'average revenu per user, en faisant du service manager, ça va être super intéressant. Ensuite, on a des SI, beaucoup de SI, qui là aussi se disaient bah, finalement, quand je faisais un projet client, j'intervenais une fois. C'était one shot, je faisais le delivery, je faisais le proof of concept, souvent en amont. Et puis après, bah, j'allais chez un autre client, etc., etc. Et donc maintenant, finalement, avec ce modèle MSP, garde la relation de facturation, garde la relation avec le client au fil de l'eau, 365 jours par an, et font de l'upsell, rajoute des nouveaux services, drive le changement chez le client. Et donc cet écosystème est également maintenant parfaitement, intéressé par cette évolution vers ce nouveau modèle. Et puis enfin, on a finalement, ce qui a un petit peu donné le nom à ce nouvel écosystème, ce sont les pure players, les pure cloud service providers. Des sociétés qui sont nées dans le cloud, typiquement qui n'ont pas ou très peu, qui n'ont jamais eu de data center, et qui se sont tout de suite en fait finalement positionnés sur ces couches de managed services sans legacy derrière, et qui aujourd'hui ont des caractéristiques assez intéressantes qui vraisemblablement sont très demandées par le marché, notamment par des grands comptes, de proposer des offres qui reposent sur différentes plateformes de cloud public, Azure, Amazon, Google, peut-être OVH, et qui en fait là-dessus viennent greffer à la fois du provisioning, à la fois de l'automatisation, pour que le client puisse, avec des stratégies très souvent qu'on retrouve de dual sourcing, c'est-à-dire d'avoir différents cloud providers, puisse là aussi positionner finalement ce guichet unique, ce one-stop shop, avec différentes plateformes derrière. Ça c'est très recherché, on a beaucoup d'appels d'offres, maintenant probablement certains que vous voyez passer, avec de ce type de configuration, et donc ça aussi c'est un écosystème qui est extrêmement grandissant et qui est très mature sur le sujet. Vous voyez, c'est même quand on parle des MSP, c'est pas un marché qu'on a inventé, vous le connaissez peut-être déjà. Le Gartner publie même un Magic Quadrant dessus, donc il y a quelques noms que vous connaissez probablement, d'autres qui vont continuer à arriver, peut-être vous demain, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que c'est un marché en pleine mutation extrêmement dynamique. Alors ensuite, ça c'est assez intéressant quand on regarde aujourd'hui pourquoi les clients se tournent de plus en plus vers des MSP et du coup, pourquoi il y a une opportunité pour vous. En fait, concrètement, aujourd'hui, on a des situations chez des départements informatiques, chez des DSI de grands comptes, qui ne savent plus forcément gérer l'innovation et gérer les systèmes informatiques comme avant. L'innovation va très très vite, ils ne sont pas capables forcément de suivre le rythme, et en même temps, il y a une sorte un peu de paradoxe où de l'autre côté, ils reçoivent des menaces, notamment sous l'angle de la sécurité, donc des cyberattaques qu'on voit de plus en plus régulières. Et donc d'un côté, ils ont envie d'y aller,
Et donc finalement, ils se disent, mais finalement, avec le cloud public, j'ai accès à de l'IP, à des services auxquels je n'avais pas accès avant. Et de l'autre côté, ils sont freinés parce qu'ils se disent, mais si j'y vais, je vais perdre le contrôle, je vais perdre une partie de mon job, mes équipes, je vais devoir les former, les transformer, c'est un challenge qui est un peu ambitieux, etc. etc. Et donc, il y a un point de blocage certainement parfois qui se fait. Et c'est là où il y a une vraie opportunité parce que du coup, c'est exactement dans cette situation-là que les clients viennent nous voir pour dire, je sais que je vais devoir y aller dans le cloud, mais je ne sais pas comment. Aidez-moi, rassurez-moi. Alors, il y a différents niveaux de maturité chez les clients. Il y en a qui ont déjà fait le pas, ils ont bien réfléchi et ils veulent y aller. Il y en a qui ont besoin d'être accompagnés. Et bon, pour toutes ces bonnes raisons, que je vous laisse lire, je ne vais pas détailler ça ligne par ligne, les clients ont besoin d'être accompagnés. On a aussi toute une notion qui est extrêmement importante, qui est surtout l'aspect, l'accompagnement lié à la gestion des unités d'œuvre. Vous savez comment fonctionne une DSI. On a tout un tas de projets, on a des infrastructures, on a des applications, on a du people, on a du run, etc. Et donc le pilotage de tous ces coûts, dès lors qu'il y a une partie qui bascule sur une plateforme de cloud public, devient pas évident à gérer. On va le dire comme ça. Et donc là aussi, il y a une valeur pour qu'un managed service provider puisse aider le client dans la compréhension, l'interprétation de ses budgets, combien il dépense concrètement, sur quelle unité d'œuvre, comment on va optimiser, comment on va refacturer des filiales derrière. On sait que dans des grands groupes qui ont des tas et des tas de filiales à travers le monde, la notion de refacturation, aussi simple soit-elle, n'est pas évidente. Cette notion de chargeback que vous connaissez probablement tous, ça aussi, le managed service provider va pouvoir apporter ses services avec une valeur extrêmement importante. Donc très rapidement, quand on regarde en fait l'évolution du modèle, donc ça c'est les choses que vous connaissez, on remarque qu'il y a une opportunité qui est extrêmement avancée du fait de l'avènement de ces plateformes de cloud public. Avant, on avait effectivement ces notions d'infogérance avec des data centers locaux qui étaient extrêmement performants, bien évidemment. Et donc, on disait, ben voilà, monsieur le client, viens mettre tes infras, ou en tout cas, je mets tes infras dans mon data center, et puis je vais gérer l'infogérance, je vais gérer le support. Voilà, s'il y a des incidents, je les réglerai pour toi. Et donc, finalement, on était sur un marché qui était certes très porteur. Il y a toujours eu des croissances à 2 chiffres. D'ailleurs, il y en a toujours sur ce marché-là. Mais qui, finalement, au bout d'un moment, en termes d'upsell, en termes de nouvelles offres, était un petit peu limité. Là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce que vous voyez à droite. C'est qu'en réalité, on a, grâce à tous les services qu'on retrouve dans les plateformes de cloud aujourd'hui, de tous les providers, d'ailleurs, pas spécialement chez Microsoft, on a aujourd'hui des opportunités pour que les MSP puissent aller encore au-delà. C'est-à-dire, au-delà de dire, je prends ton SI et je fais l'infogérance, je gère le support et tu n'as plus à t'occuper de rien, on va pouvoir vraiment aller sur des scénarios d'accompagnement, on en entend beaucoup parler, accompagnement des clients sur des projets divers et variés qu'on met sous l'ombrelle Digital Transformation potentiellement, mais des projets métiers, des projets business, dans le retail, dans le e-commerce, des projets liés au HR, des projets liés à la finance, etc. Et donc finalement, le managed service provider, qui est donc ce guichet unique, comme vous l'avez compris, va pouvoir aller se positionner, et est complètement crédible pour aller se positionner sur ces sujets qui sortent un petit peu du cadre de l'IT, qui sont vraiment au cœur de l'innovation des clients, parce que, en tant que MSP, vous avez accès à un catalogue d'offres auquel vous n'aviez pas forcément accès auparavant. D'accord ? Donc ça aussi, c'est une notion qui est très importante et qui fait qu'il y a un shift extrêmement fort, en réalité, entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Donc ensuite, quand on regarde, donc ça c'est des chiffres marchés qui sont assez intéressants. Alors vous voyez, il y en a un certain nombre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les clients, tous les clients aujourd'hui sur les budgets informatiques, j'allais dire de taille de société, on va dire intermédiaire pour faire simple, à peu près 70% des budgets sont dédiés en fait à la fois à la partie software et surtout à la partie service et managed services. D'accord ? Donc on le sait tous très bien, en tout cas moi je parle avec mon expérience chez Microsoft et les projets qu'on a vus, en fait, qu'on voit tous les jours. Il n'y a pas un seul projet cloud aujourd'hui qu'on discute, qu'on a avec nos clients, notamment vers Azure, mais pas que, qui se fait sans un besoin de service manager associé. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est aussi un message que nous, on va envoyer vers nos populations commerciales au sein de Microsoft, c'est de leur dire, n'engagez pas une discussion avec un client si vous n'avez pas un partenaire à côté qui est compétent, qui sait apporter cette couche de managed services, parce que nous, Microsoft, on ne sait pas le faire. Et ce n'est pas notre métier. D'accord ? Donc il y a une vraie traction. Aujourd'hui, tous les clients sont unanimes, finalement, pour bien remarquer qu'ils ont un budget et que quand ils vont aller dans le cloud, ils vont y aller avec ce budget spécifique sur les services managés. Autre élément très intéressant, je poursuis sur ces notions de marché. 2 choses. Ici, ça c'est des éléments qu'Alain Bernard ou que Carlo, je crois, a présenté ce matin sur l'opportunité marché. Ce que je veux dire quand j'expliquais l'ancien modèle
avec le nouveau modèle MSP sur la slide précédente, c'est que quand on parle d'upsell, effectivement, c'est 137 milliards qu'on observe, nous, en tant que potentiel Microsoft en France, bah, tout le monde y a accès. Et à partir du moment où vous jouez le jeu et vous allez dans le sens d'une offre plus aboutie de service manager, vous allez pouvoir vous positionner sur tous les projets que nous, on va positionner et prendre une partie, finalement, de ce marché de 137 milliards. Et on va y aller ensemble. Donc ça, c'est un premier message qui est très important, alors qu'historiquement, encore une fois, on se positionnait plutôt sur les projets infrastructure, data center, et donc sur un scope beaucoup plus limité. Deuxième élément intéressant, que vous voyez à droite, c'est que finalement, la croissance sur ce marché est très importante. D'accord ? On est sur des croissances qui sont exponentielles. Donc là, ce sont les études, ce ne sont pas des chiffres France, ce sont des chiffres worldwide. Et donc vous voyez qu'entre 2014 et 2018, la part du managed services en fait, dans le budget des clients, enfin sur le marché, pardon, passe de 17 milliards à 43 milliards. Donc c'est des chiffres qui sont extrêmement importants. Et vous voyez que les croissances sont de 25% en CAGR. Donc en fait, il y a du business à prendre avec un modèle de profitabilité de récurrent, puisque en managed service provider, vous allez facturer vos clients en recurring tous les mois, et donc qui est extrêmement profitable pour tous les clients et pour tous les partenaires avec lesquels on travaille. C'est ce qui est ici. Donc quand vous regardez, en fait, quand on voit en fait, les modèles de marge, en fait, il y a 3 scénarios qui sont regardés. Quand vous êtes prestataire informatique, soit vous positionnez vraiment sur un scénario de revente. Voilà, donc je prends des services dans Office 365, je prends des services dans Azure, dans Dynamics, ou chez d'autres cloud providers d'ailleurs, peu importe. Donc on a un modèle de marge en fait qui ne dépasse pas 20%. D'accord ? Les statistiques, ça peut être challengé. Vous pouvez me dire, moi, dans mon business historique, c'est plutôt supérieur, etc. Ce sont des moyennes, mais ça, c'est intéressant. Deuxième élément, quand je vais commencer à faire un peu de professional services, donc je vais commencer à mettre un peu d'IP, un peu d'intelligence, je vais facturer du service supplémentaire. Là, on est plutôt autour de 40 à 50%. Et la troisième étape, qui est l'étape ultime, vers laquelle on veut vous accompagner, on veut vous emmener, c'est effectivement quand on devient vraiment managed service provider, où là, on arrive sur des modèles de marge qui sont encore plus importants, autour de 50 à 60%. Et donc là, effectivement, on observe qu'en termes de profitabilité, c'est extrêmement intéressant, au-delà de la granularité et de la récurrence de votre business model, qui devient un modèle de pay-as-you-go, de modèle monthly. Donc ça, ce sont des chiffres qu'il faut bien avoir en tête sur pourquoi y aller, puisque la principale raison, c'est quelle est la logique business pour vous en tant que société. Donc ces chiffres peuvent vous apporter quelques éléments de clarification, évidemment. Ça, c'est une slide que moi je présente chez Microsoft quand on discute avec l'équipe, avec tous les commerciaux de Microsoft France qui travaillent notamment sur Azure, sur tous les projets cloud, et qui nous disent mais finalement c'est quoi un MSP ? Pourquoi moi en tant que sales je devrais travailler avec des MSP ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? En fait, je leur explique ça. Et vraiment, j'ai pas changé la slide. Et donc finalement, les 4 éléments qui font qu'un MSP doit devenir incontournable sur l'ensemble des projets qu'on drive et qu'on accompagne avec nos clients. Le premier, c'est de faire ce que moi j'appelle le last mile. C'est-à-dire que Microsoft, avec Azure ou avec Office 365, on fera toujours 80, peut-être 85% du job. On a des super offres, c'est la boîte de Lego. On a des solutions technologiques qui sont extrêmement abouties, avec un rythme d'innovation que personne ne peut avoir sur le marché. Par contre, on ne fera jamais le dernier kilomètre. Le plus important, celui pour lequel le client va signer le contrat à la fin du mois, c'est-à-dire, encore une fois, l'accompagnement, la gestion du changement, le service manager, qui est extrêmement critique, qui est incontournable. Ça, c'est le premier élément. Et donc, si nous, Microsoft, on engage avec des clients sur des projets Azure sans cette dernière brique, finalement, on risque d'avoir un client peu satisfait après quelques mois. Donc ça, c'est le premier message. Et donc, il y a une vraie place à prendre. Le deuxième, c'est effectivement la notion de time to consume, le temps de projet. Aujourd'hui, quand on engage avec nos clients sur Azure, les compétences ne sont pas encore forcément là dans la DSI des clients. Il n'y a pas forcément le bon niveau de priorité. Et donc, de la même manière, si on ancre sur un projet avec un nouveau client, si on ne met pas de service manager, de partenaire service manager, peut-être que pendant 4-6 mois, il ne va rien se passer. Le client a dit go, mais en fait, il n'y a pas vraiment de sentiment d'urgence. Là aussi, très important pour vous de pouvoir vous positionner pour que dès le J1 du projet, vous puissiez finalement vous positionner et lancer le déploiement de l'application, lancer la migration du data center et donc accélérer. Donc faire un message pour Microsoft très important. Pour les clients aussi, c'est important parce que si on accélère le temps de projet, vous savez bien, derrière, on peut passer au projet suivant, on peut accompagner, on peut faire d'autres choses, vendre d'autres services. Donc c'est un deuxième élément très important. Troisième élément, évidemment, c'est une banalité, mais enfin, ça fait pas mal de le rappeler dans un monde de cloud où le client prend des risques, comme on le disait en introduction, c'est cette notion de driver la satisfaction du client. On fait un projet, on est à ses côtés, on a des équipes qui travaillent ensemble, vos équipes
avec ses équipes IT. Et donc, on fait du change management, on fait du transfert de compétences et on vend des services par-dessus. Ça, c'est un élément qui est très important et qui, derrière, va aussi vous permettre de rester chez le même client et de le garder et d'aller générer de nouveaux sujets, de nouveaux projets dans le temps. Donc ça, c'est la troisième caractéristique importante. Et la quatrième, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais passer rapidement, c'est cette notion de one-stop shop. Là aussi, nous, Microsoft, sur certains clients, on engage en direct. Pour d'autres, on passe exclusivement au travers de notre channel de partenaires, donc vous. Mais ce qui est important au final, c'est que vous puissiez être rassuré pour vous dire, si demain, j'ai un projet de migration vers le cloud avec mon client, je vais être l'interlocuteur unique, l'interlocuteur privilégié, et c'est moi qui vais garder cette relation de facturation. Donc ça, c'est super important. Donc ça, je voulais revenir dessus. J'espère que vous avez découvert deux choses, mais en tout cas, c'est important de comprendre pourquoi y aller et toute l'attraction qu'il y a derrière. Ensuite, autre élément important, c'est l'impact que ça va apporter. On aura le témoignage de Link Maynard tout à l'heure qui confirmera, ou en tout cas qui apportera un petit peu de richesse à ce que je vais expliquer là. Mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que ce shift d'être prestataire informatique et passer dans un monde vraiment MSP implique un certain nombre de changements que je vais essayer d'évoquer pour certains ici. Et puis on prendra les questions. Et donc il faut y être préparé. C'est pas juste une décision qu'on prend un matin en disant tiens finalement je veux développer une nouvelle offre, on va voir ce que ça. C'est une vraie culture, c'est un nouveau mindset de devenir une cloud company, d'avoir un nouveau modèle de facturation, d'avoir des compétences en interne qui sont effectivement beaucoup plus agiles. Et donc ça, cette transformation, elle doit effectivement être préparée et il faut bien l'avoir en tête. Donc ici, j'ai remis quelques éléments qui me semblent être assez intéressants sur finalement, chez vous, en fonction des différents profils, direction générale, direction marketing, direction financière, qu'est-ce que ce changement va impliquer? Donc si on regarde, évidemment, on commence en haut par la direction générale. Bah, c'est une décision qui doit venir de CEO. Probablement des CEO dans la salle. C'est une décision qui doit venir de vous parce qu'encore une fois, c'est un vrai shift pour la société. Transformation du business model, transformation des compétences, aller chercher de nouveaux marchés, restructurer l'organisation. C'est une vraie culture qui est complètement différente. Donc ça, c'est important. Premier élément, c'est quelques exemples CEO. Si on regarde d'un point de vue direction financière, là aussi, il faut que la direction financière soit parfaitement alignée avec cette nouvelle stratégie. Parce qu'on va passer d'un mode potentiellement où on faisait plutôt un business de CAPEX à un mode où on rentre plutôt dans une logique de recurring où on fait de l'OPEX. Le modèle de profitabilité, on en parlait sur la charte juste avant, le modèle de profitabilité ne va pas être le même. Alors moyennant les chiffres qui étaient encore une fois des chiffres marchés, mais le directeur financier doit parfaitement s'inscrire pour se dire si j'y vais, c'est parce que je veux augmenter mon modèle de profitabilité avec des services supplémentaires. Le directeur technique, le CTO du partenaire doit être parfaitement aligné parce que là aussi, son métier va changer. On va lui offrir un catalogue de services beaucoup plus avancé, on va lui offrir une nouvelle relation avec ses clients, ça va être d'autres types de réponses dans les appels d'offres qu'il va recevoir, que ses équipes vont recevoir, ça va être de nouvelles compétences techniques au sein de ses équipes, les avant-ventes, les architectes, qui vont devoir se former à d'autres plateformes, Azure, peut-être d'autres plateformes de cloud public aussi à côté, et donc ça demande un vrai impact et un vrai alignement de ce CTO. Le directeur marketing, là aussi, quand on rentre dans un business de managed services, il va falloir qu'on modernise son marketing. Parce que du coup, on va être en captation de nouveaux clients en permanence. Il y a cette logique de customer acquisition qui va devenir très importante, avec des offres potentiellement relativement packagées. Je dis relativement parce que dans certains cas, ça va être fortement packagé. Dans d'autres, on a des partenaires qui ne packagent pas pour autant. Mais au global, dans cette logique de packaging d'offres, il va falloir avoir un marketing très puissant. Donc réfléchir à des logiques de digital marketing, de social selling, d'avoir vraiment des stratégies marketing extrêmement abouties avec des moyens qu'on met en face. Et dès qu'on se pose sur le business plan, on a pensé au marketing. On ne l'a pas mis de côté en disant finalement j'ai jamais fait de marketing dans la société, c'est pas en devenant MSP que je vais en faire. Le CMO joue un rôle crucial. Le directeur commercial, là aussi évidemment, les compétences. Quand on a des commerciaux qui avaient l'habitude, et je parle en connaissance de cause, on parle en connaissance de cause, on a vécu une vraie transformation chez Microsoft quand on a pris le virage du cloud, où finalement on a des commerciaux qui ont dû être accompagnés dans ce changement. C'est pas le même discours, peut-être plus de valeur. On est plutôt sur un business, encore une fois, de recurring. Et donc du coup, on n'est plus sur un business de one-shot où je fais un deal avec un client et je pars faire le suivant. On entretient, on est dans cette logique de Customer Success Manager. Là aussi, c'est une vraie culture profondément différente qu'on doit driver au sein d'une direction commerciale. Et puis enfin, directeur des ressources humaines, lui aussi, on a beaucoup parlé de formation, d'upskilling, de change management. C'est quelque chose dont le sponsoring doit venir du directeur des ressources humaines. Et là aussi,
on doit devenir, finalement, quand on est une cloud company, on a beaucoup de compétition, il y a un marché qui est extrêmement agressif, qui est extrêmement dynamique, et donc de s'assurer que vous devenez une sorte de best place to work compagnie où vous attirez les meilleurs talents. Quand demain vous lancez une nouvelle offre sur une nouvelle plateforme, vous assurez que vous avez les meilleurs architectes du marché qui ont envie de venir travailler chez vous, parce que c'est la société aujourd'hui qui travaille sur les projets cloud les plus sympas, les plus intéressants, les plus disruptifs. Ça se travaille, et donc là aussi, avoir le directeur des ressources humaines aligné avec la stratégie est parfaitement important. Donc finalement, quand on regarde les 3 challenges pour passer dans ce mode MSP, le premier, c'est de switcher d'un mode où on vendait finalement, où on était dans une approche où on allait résoudre des problèmes IT, classique, on l'a toujours fait aussi chez Microsoft, l'écosystème partenaire le faisait, on va répondre à des business solutions, des pain points de business lines dans les directions de nos clients. Et donc là aussi, on va revoir toute la proposition de valeur pour le prendre sous l'autre angle. Je ne vais pas aller voir un client pour lui expliquer pourquoi c'est bien de migrer son data center, parce que sauf avoir un client qui est extrêmement maturé sa discussion et d'être face à un CTO, on n'est pas sûr que ça lui parle. Par contre, lui expliquer combien il va gagner en agilité, comment il va pouvoir se développer à l'international en utilisant des plateformes de cloud public au travers d'un MSP pour faire plus de business, et donc migrer ses data centers dedans, ouais, là c'est une autre discussion. Mais ça se travaille et ça doit être assez abouti. Deuxième élément, c'est cette notion effectivement de cycle de customer journey, de buyer journey. Encore une fois, on a un marché qui est extrêmement éclaté avec certaines entreprises qui sont très matures sur le cloud et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc c'est important pour vous de travailler sur ces différents niveaux de maturité parce que vous n'allez pas adresser tous ces clients de la même manière. Donc travailler cet engagement, travailler ce cycle de vente pour identifier ces patterns entre ces différents types de clients et les engager d'une manière ou d'une autre qui ne sera pas la même et qui sera beaucoup plus efficace. Et troisième élément, c'est effectivement d'être dans une logique de transformation permanente où vous allez accompagner les clients dans cette transformation, dans les projets de réflexion. D'accord ? Et donc finalement, ça passe par ce que j'expliquais sur la slide juste avant, transformation de votre organisation interne, transformation du mindset de vos clients, transformation des projets, de la manière dont vous les opérez. Et donc ça, c'est une logique qui est très importante et qu'historiquement, on n'avait pas dans notre écosystème. J'intègre Microsoft aussi, évidemment, dedans. D'accord ? Donc en fait, ça c'est un petit peu, c'est très aligné, hein, mais il y a quelques éléments plus intéressants qu'on discutera. Peut-être certains éléments on discutera tout à l'heure avec le témoignage de LinkMyNet. Mais effectivement, si vous devez garder une slide en tête de cette présentation, je pense que celle-là fait vraiment du sens. C'est cette logique de repenser la manière dont on voit le client, repenser l'organisation sales et marketing chez vous, et repenser finalement votre modèle de gouvernance et l'alignement entre toutes vos équipes en interne. D'accord ? Donc nous, on a, j'en reparlerai juste à la fin, on a tout un tas d'outils pour vous accompagner sur ces workshops et sur cet accompagnement parce que c'est une vraie logique de réflexion. Et donc en général, ce qu'on observe, c'est que nos partenaires ne le font pas seuls. D'accord ? Mais donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et donc on est prêt à travailler avec vous. Alors là, j'ai hésité avant de mettre cette charte parce que finalement, ce sont aussi des chiffres worldwide qui viennent notamment des États-Unis. Mais ce qui est assez intéressant, au-delà du chiffre que vous voyez en haut à gauche, qui peut peut-être effrayer en fonction de la taille de votre entreprise, mais ça permet de mettre un peu tous les enjeux. C'est-à-dire si demain vous dites, tiens, je vais vers ce métier, ce nouveau métier de MSP, voilà les coûts associés. Donc là, ce que cette charte explique, c'est qu'en moyenne, un investissement pour aller vers ce nouveau modèle, c'est entre 1 et 1,5 million. Donc on sera intéressant d'avoir le témoignage tout à l'heure de LinkMyNet pour savoir si c'est des coûts qu'ils ont observés. En tout cas, dans le split, ce qui est très intéressant, c'est de voir tous les coûts associés que vous allez devoir finalement prévoir. Encore une fois, c'est un give and get, hein, on va aller chercher un nouveau business model, mais donc il faut s'y préparer, et donc il faut être prêt à investir du temps et de l'argent. Donc quand on regarde, il y a des aspects training, on en a parlé, former les people, les faire monter en compétences sur ces nouvelles plateformes. Un aspect marketing, penser à un plan marketing, une stratégie marketing, ça aussi, ça va demander de l'investissement, ça doit être préparé, et donc ça doit être budgété en amont. Autre élément, le staffing. On parlait de cette notion de best place to work, aller recruter les bons talents sur le marché, aller recruter des commerciaux qui savent parler cloud, qui savent parler digital transformation, aller recruter des people qui savent engager des discussions avec des CTO pour être à la fois des business guys et en même temps qui savent descendre dans des schémas d'architecture. Ça, ce sont des nouveaux profils, il faut les anticiper, etc. etc. Donc après sur la partie staffing, on voit le détail. Et ensuite, l'autre élément intéressant de la slide, c'est l'élément de rentabilité, fameux break-even point, qui vraisemblablement, finalement, vous retrouvez au bout de 13 mois. Donc là aussi, en fonction des partenaires, on verra en fonction des niveaux d'investissement et des partenaires que ça peut changer. Mais entre guillemets, au bout d'un an,
vous avez fait les investissements, vous avez publié vos nouvelles offres, vous avez staffé vos équipes, vous avez formé vos équipes, vous avez gagné vos premiers projets. Au bout d'un an, vous rentrez finalement dans votre business et vous commencez à gagner de l'argent et donc à trouver les modèles de profitabilité que vous voyez, que vous avez vus tout à l'heure. D'accord ? Ces chiffres demandent qu'à être challengés. Encore une fois, je suis super clair là-dessus, mais je trouve que ça donne une bonne notion des éléments qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans ce business et qu'il faut bien anticiper. Alors, est-ce qu'il y a une fameuse secret sauce pour se lancer sur ce business ? Je ne crois pas. On aura le témoignage, encore une fois, de Link Magnet qui va peut-être apporter tout un tas d'indices. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde finalement le chemin à parcourir pour y arriver, il y a une dizaine d'étapes que j'ai listées ici. Alors peut-être que quand on double-clique, peut-être qu'il en manque certaines. Mais ce sont toutes les étapes du chemin sur lesquelles nous, Microsoft, on se propose de vous accompagner à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez être au milieu du cursus parce que peut-être que vous avez déjà lancé la réflexion, vous pouvez être à la fin parce que vous êtes vraiment sur le lancement des offres et la construction de votre pipe, ou vous pouvez être tout au début en disant finalement, je ne m'étais jamais posé la question, mais en fait ça m'intéresse. Et donc on va vous accompagner au travers de tout un tas d'outils qu'on met à votre disposition chez Microsoft, au travers d'équipes, donc de people, soit les équipes sales, marketing, des équipes techniques qu'on met à votre disposition pour construire ces nouvelles offres. Ça peut être également des ressources j'allais dire, au travers de partenaires avec qui l'on travaille pour driver du change management. Donc on va gérer tout ça. On fait également des modèles de profitabilité pour vous accompagner. Et donc on s'assoit ensemble en fait pendant une journée ou deux dans une salle et on fait ces modèles de profitabilité où on regarde finalement quel est votre existant, quelles sont toutes vos structures de coûts, quels sont les marchés que vous voulez aller engager et finalement en basculant dans ce type de modèle, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. D'accord ? Donc ça c'est des choses qu'on est prêt à faire avec vous. Quand on regarde aujourd'hui finalement, on a 3 étapes. 3 étapes qu'il faut avoir en tête. La partie business planning. Donc là, important, c'est de connaître votre marché, le structurer, identifier les clients que vous allez avoir en client cible, quels sont leurs besoins. Faites des enquêtes, appelez-les, demandez-les si ce sont des services dont ils ont besoin ou pas, pour essayer d'affiner. Ensuite, construction du business plan, évidemment. Combien de clients vous allez aller chercher. Soit on oublie ces basiques. Quand on lance une nouvelle activité, revenons aux basiques. Quel marché ? Quelle taille de client ? Grand compte, mid-market ? Est-ce que j'ai une industrie ? Est-ce que je cible un vertical ? Pensez à vous différencier. Tous ces éléments doivent venir dans le business plan pour se dire finalement quels sont mes compétiteurs, comment je fais pour qu'aujourd'hui le client m'identifie comme étant une solution unique et ne pense pas à mes compétiteurs. Aujourd'hui, on a un vrai besoin de différenciation sur ces offres et donc ça doit faire partie de la réflexion en amont. La partie outils, bien évidemment, on sait qu'un MSP, un des gros éléments de différenciation, c'est cette partie automatisation, provisioning, parce que simplicité, et donc derrière, il faut penser à ces outils très en amont. Est-ce que vous êtes équipé avec ces outils, avec ces plateformes, pour que l'expérience utilisateur, l'expérience du client soit la plus smooth possible ? Donc ça, il faut l'anticiper. Sinon, c'est des développements qu'il faut prévoir. Il y a plein de partenaires, plein de solutions qui existent sur le marché, mais il faut l'anticiper. Ensuite, la partie design. Testez les offres, testez les solutions, soyez dans un mode test and learn. Là, on voit d'ailleurs la notion de proof of concept. Finalement, la notion de proof of concept, c'est pas forcément la bonne terminologie, parce que proof of concept, ça tend finalement à un manque d'agilité, alors que maintenant, on prend des solutions, on prend des briques, on les teste, ça marche, on les met sur le marché, on met les offres, sinon on les jette, c'est pas grave, on recommence. Et ça, c'est important comme philosophie. Il faut être équipé pour ça. La partie training, certification, on en a parlé. La partie pricing model. Il y a une charte que j'ai pas mis, je crois, dans la présentation, mais on a des playbooks que je vous enverrai, qu'on vous enverra juste après, sur cette notion finalement de comment je package une offre. Et en fait, en fonction du niveau de packaging et du niveau de granularité que vous allez proposer, vous allez avoir un modèle de profitabilité qui ne va pas forcément être exactement le même. Je donne juste un exemple. Si vous partez sur un modèle d'offre où vous facturez au serveur, à la machine virtuelle, à la ressource consommée, c'est bien, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Et justement, en packageant des offres par type d'application, par business unit, avec une granularité, même on arrive sur des offres où nos clients nous disent « mais moi, je suis dans l'automobile, aidez-moi à avoir une offre à la voiture produite ». On est jusqu'à ce type de modèle de packaging. Alors, je ne dis pas que c'est évident d'y arriver, mais plus vous allez vers ce niveau finalement de package aligné avec le business, plus c'est intéressant pour vous en termes de modèle de profitabilité. Et puis enfin, dernier élément, le go-to-market, c'est super important. On met une offre sur le marché, il va falloir aller chercher des leads, il va falloir aller faire en sorte que l'offre soit attractive sur le marché, donc qu'elle soit différenciante, aller chercher des leads, avoir des mécaniques, soit people, avec des vraies équipes, soit industrielles, donc il faut y être préparé. Je le disais tout à l'heure sur les équipes marketing, c'est très important. Et puis finalement, cette logique de continuous learning, vous mettez une offre sur le marché, cette culture du feedback,
que souvent dans l'écosystème, en tout cas nous aussi chez Microsoft, historiquement on n'avait pas assez. Culture du feedback, de challenger les clients, de savoir comment je peux améliorer l'offre au quotidien. Ça c'est super important et c'est aussi dans les caractéristiques des MSP parce que comme vous facturez les services au mois le mois, hop, vous faites une petite modification, un petit ajout, vous changez et le mois d'après, le client finalement est super content parce que vous avez fait la mise à jour, vous avez fait l'évolution. Donc ça c'est important, cette logique de continuous learning et de faire la mise à jour dans les offres. Juste pour terminer, avant de laisser la parole pour la dernière partie de la session. Donc on a 2 playbooks, je ne sais pas si vous les connaissez, notamment un qui s'appelle MSP Playbook, qui a été publié par Microsoft Corp, mais qui est à la limite qui s'intègre, enfin il y a toute une partie qui est très générique, qui est pas, ne pensez pas que c'est une piqûre Microsoft. Il y a tout un tas d'éléments qui sont extrêmement intéressants. Honnêtement, j'ai rarement vu chez Microsoft un contenu d'aussi bonne qualité. Il y a certains éléments de cette présentation que j'ai repris, notamment tout ce qui est chiffres dans ce playbook. On se chargera de vous le partager. Et en fait, c'est vraiment un guide qu'il faut prendre comme un pas à pas pour se lancer dans la réflexion, pour vous dire finalement si demain je veux y aller, voilà toutes les étapes à parcourir, avec tout un tas de retours d'expérience aussi de partenaires qui témoignent et qui expliquent comment ils l'ont vécu, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, les pièges à éviter. Donc ça, voilà, on vous le partagera. Et donc, vous pourrez en tirer un maximum de bénéfices. Et donc là, vous voyez, je vous ai mis quelques extraits. Ici, ce sont des exemples d'offres qu'on observe, notamment sur Azure. Donc, vous voyez, sur la partie planning, enablement, opération. Donc, vous voyez, si vous dites, tiens, finalement, mais si je devais devenir MSP en me reposant sur le socle Azure, ça serait quoi les 2-3 offres types? Voilà, il y en a ici. Donc, il y en a beaucoup qu'on a cités jusqu'à présent. Ça peut être du cloud assessment, ça peut être de la gestion de support, du helpdesk, ça peut être de la gestion de SLA, ça peut être de l'accompagnement au changement, etc. Vous voyez, il y en a plein ici. Et donc, dans ce playbook, vous retrouverez les résultats, enfin les détails, pardon. Et puis, autre copie d'écran que j'ai reprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette logique de packaging où on voit que plus on package les offres, plus on peut aller vers cette logique d'upsell. Et donc là, on voit un exemple de 3 offres, Essential, Advanced, Premium, où plus on avance, plus on va enrichir les offres et plus on va augmenter finalement le panier moyen par client. Donc là, ici, ça doit donner vos idées pour drafter les prochaines offres que vous mettrez sur le marché. Voilà, je vais passer la parole pour la dernière partie et puis on prendra les questions à la fin si ça vous convient. Gardez-les, si vous en avez, gardez-les bien en tête. Je vais passer la parole à Claudine et Samuel Ménet donc de Link-by-Net pour le retour d'expérience. Donc, nous avons voulu en fait illustrer nos propos par un témoignage concret, pas de celui d'un photographe, mais d'un acteur de l'IT qui a opéré ces changements. Et donc, Samuel, merci d'avoir accepté de témoigner. Il est donc directeur de l'Alliance et du développement commercial chez Link-by-Net France et également Monde. Donc, en quelques mots, dis-nous d'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ce qui, à mon avis, c'est la faible majorité, mais qui est Link-by-Net aujourd'hui ? Alors, en dehors de ceux qui traînent les bars le soir, effectivement, Link-by-Net est une entreprise qui a été créée en 2000 avec un petit côté facétieux. C'était le 1er avril 2000. Aujourd'hui, c'est 650 collaborateurs à travers le monde, avec un cœur métier qui est le Managed Services, qui commence à devenir un terme un petit peu dépassé, puisque l'orientation qu'est en train de prendre Link-by-Net, c'est aussi une démarche DevOps. On a un petit frère qui nous a rejoint il y a peu, qui s'appelle Triptych. Une démarche autour de la sécurité, puisqu'on a une practice sécurité qui se densifie, et puis une practice autour du software, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui est extrêmement liée à notre activité de Managed Services et à notre activité DevOps et, in fine, démarche cloud qu'on a initiée dès 2006, puisqu'on a été le premier cloud souverain français avec des plateformes complètement virtualisées, mais ça ne se disait pas à l'époque. Et puis on a continué dans l'info nuagique avec le public cloud dès 2010 et l'info nuagique qui représente aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires. On a des plateformes techniques en Follow the Sun organisées en Follow the Sun, avec une plateforme au Vietnam, à l'île Maurice, les chanceux, en France bien évidemment, et au Canada, et puis une dizaine de bureaux un peu partout dans le monde. Une croissance entre 20 et 25%, ça dépend de la vitesse du vent, une croissance organique donc très soutenue, et une volonté de continuer à se renforcer, en particulier dans le public cloud. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Explique-nous, tu nous dis que tu as pris effectivement en 2010 l'angle des services managés ou du cloud public. Qu'est-ce qui fait que d'une activité purement, alors j'allais dire on-prem,
cloud souverain, on décide à un moment donné d'ouvrir cette activité et de faire des partenariats. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte à un moment donné de voir s'échapper ces clients? Et comment justement, c'est quoi le déclencheur qui fait qu'on se dit non, j'y vais parce que je vois l'opportunité? Sûrement un peu d'inconscience. Beaucoup sûrement d'ailleurs à l'époque. C'est vrai que dès 2010, quand l'orientation a été prise d'aller vers le public cloud, c'était essentiellement une demande qui était tractée par des acteurs qui arrivaient sur le marché, qui nous disaient il faut y aller. Alors il y avait des États-Unis, donc ils étaient forcément crédibles. Mais malgré tout, on avait aussi des clients en face de ça qui se posaient des questions. Non, on ne s'est pas posé la question très longtemps pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a des collaborateurs, il fallait les faire grandir, ils avaient cette appétence-là. Et puis aussi très tôt, Link by Net s'est complètement désolidarisé de l'aspect cloud, de l'aspect data center. C'est-à-dire que en fait, nous n'avons pas de data center en propre, on fait un peu de colocation, c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, et pour le reste, on gère des infrastructures qui sont par ailleurs pas chez nous. Donc pourquoi pas chez un tiers de confiance que peut être un cloud provider. Donc c'est l'orientation qui a été prise. Il y avait aussi une volonté qui était déjà à l'époque du DevOps, mais on n'en parlait pas, qui était d'automatiser un maximum. On avait une très très forte croissance. Donc pour embaucher, c'était compliqué, malgré le fait qu'on était dans une période économique pas super favorable, mais il n'empêche qu'il fallait automatiser un maximum. Et ça, le public cloud nous l'a permis aussi, c'est-à-dire de développer des offres extrêmement automatisées qui génèrent des gains de productivité, donc de l'argent. Voilà. C'était un des premiers drivers, en tout cas sur le IaaS. D'accord. Et quels sont en fait, justement, quand on opère ce changement, quels ont été les plus gros challenges à relever ? Le challenge, il est quasi permanent en fait. C'est-à-dire que celui qu'on avait il y a 7-8 ans, il est toujours d'actualité. C'est des collaborateurs up-to-date en termes de techno et en termes de profondeur de connaissances, parce que le marché du public cloud évolue très vite, moins sur la partie IaaS que sur la partie PaaS, et j'y reviendrai. Donc il faut en permanence être sur la formation, la certification, on en a parlé. Ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement clé. Ensuite, on ne peut plus faire du managed services sur du public cloud à l'ancienne. C'est-à-dire signer des contrats de 10 ans avec un minimum garanti qui nous permettent de voir à long terme, tout en demandant des ressources ou des objets qui peuvent fluctuer dans le temps et au mois le mois, voire à la semaine pour certains clients, les clients, ils n'achètent plus ça. Donc il faut se remettre en cause de ce point de vue-là, et c'est ce qu'on a fait nous en créant une offre qui s'appelle Azuelink, entre autres, il y a un peu plus d'un an, qui est une offre de managed services on demand. C'est-à-dire les clients achètent de la ressource on demand, du IaaS, du PaaS ou du SaaS, on leur fournit un service qui est on demand, c'est-à-dire qui peut être à la journée sur certains environnements. Parce qu'encore une fois, ils ont besoin de cette scalabilité-là, à la hausse comme à la baisse, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc on en revient au slide que tu évoquais tout à l'heure, comment faire évoluer son écosystème. Bon, j'ai été un des premiers à évoluer dans l'entreprise, ensuite attirer tous les autres avec moi, la RH, la finance, ils vous diront tous la même chose. Mais plus sérieusement, on change de paradigme aussi d'un point de vue finance, tout simplement, parce que on n'est plus, et en tout cas beaucoup moins dans le long terme, en tout cas en termes de visibilité sur le business, clairement. Et alors, sans dévoiler de secrets, mais quelles ont été, est-ce que tu as eu des erreurs, des choses qui ont mal été faites, un peu un retour, un partage d'expérience sur qu'est-ce qui a fait défaut à un moment donné, où tout a réussi tout de suite, c'est-à-dire on prend la décision, on embarque l'ensemble des équipes et ça fonctionne ? Alors, oui, chez nous, oui. Alors, admettons. Non, plus sérieusement, il y a un sujet qui est à prendre en compte. On parle beaucoup de DevOps aujourd'hui, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. C'est pas un must-have, c'est pas une philosophie, c'est une vraie réalité. Ça va jusqu'au point où, effectivement, on peut anticiper, par exemple, les effets du build. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur notre offre de managed services et on est un peu passé au tout début à côté du build. C'est-à-dire du build qui se rapprochait forcément du dev. Parce que les clients venaient acheter, entre autres avec Azure, des plateformes PaaS, monter des Legos, les superviser, les manager, les facturer. Ça, c'était la grosse partie qu'on avait vue. La petite partie qu'on n'avait pas vue, c'est qu'au bout, en tout cas, et les inputs, ils nous venaient d'équipes qui étaient les équipes de dev. Alors, ça pouvait être les études dans une DSI, des digital factories,
qui, elles, se foutent de savoir quels sont les compteurs de supervision qu'on va mettre en place. Par contre, ce qu'elles veulent savoir, c'est à quelle vitesse on va délivrer sur la partie build. Donc, il a fallu qu'on réadapte un peu notre modèle, qui était un modèle full remote, vers un modèle qui est un modèle un peu plus in situ client sur la partie build. Parce que là, pour le coup, il faut qu'on soit en hyper proximité des équipes de dev. Les équipes opérations, infrastructure des clients existent toujours, bien évidemment, mais c'est quand même l'essentiel du travail qu'on réalise avec les équipes de build se fait, en tout cas avec les équipes de dev chez nos clients. Donc ça, c'est le point qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est aussi pour ça qu'on a pris la décision de faire l'acquisition de Triptych, qui est un spécialiste DevOps en France et Docker à l'international, parce qu'on a besoin d'avoir cette culture dev de plus en plus. Il ne faut surtout pas passer à côté de ça. C'est un point qui est structurant. Alors, dans les 2 dernières questions, pourquoi un partenariat avec Microsoft ? Qu'est-ce qui t'a apporté ou est-ce qu'il a contribué à ton développement ? De l'amour, beaucoup d'amour. T'es pas crédible. Beaucoup de réunions. Non, ce qui nous apporte, c'est une traction sur le marché, en tout cas du PaaS, qui est extrêmement forte, bien plus forte que les autres providers, pour être très transparent. Aujourd'hui, on a la chance d'être un multispécialiste. On peut dire agnostique, mais vraiment multispécialiste. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé une offre d'orchestration multi-cloud. C'est pour ça que je parlais du software. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important qui s'appelle self-deploy et qui nous permet, par exemple, de faire de l'auto-provisioning ou du provisioning sur un tas d'environnements cloud. Et là où nous a aidé Microsoft, c'est par exemple l'intégration de cet outil. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'aide Microsoft. C'est aussi, je parlais de la formation, du training de nos collaborateurs. Il est structurant. C'est pas uniquement d'avoir des certifs pour avoir des certifs, mais on se rend compte que nos clients, et tu en as parlé, Edouard, tout à l'heure, nos clients, pour certains, se cherchent. Pas sur le fait qu'ils vont aller sur le cloud. Aujourd'hui, je peux vous garantir que 90% de notre sales funnel chez Link by Net, il est public cloud. Voilà, c'est très clair. Donc les clients ne se cherchent pas réellement sur le fait qu'ils vont y aller. Par contre, sur effectivement Logicap qui sort au mois d'août l'année dernière, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas. Et là, nous, on a besoin de support. Et là, moi, je dois dire que sur les 48 derniers mois, il y a eu un move, les 24 derniers mois, pardon, il y a eu un move assez flagrant de Microsoft, en tout cas en Europe, sur le sujet d'accompagnement et de suivi. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est des travaux collaboratifs, parce que les offres qu'on vend sont souvent et très souvent custom, pour être très transparent. Hein. On parle de DevOps, on parle de custom. Et là, pour le coup, il faut qu'on ait un go-to-market très clair avec Microsoft, et ça, vous nous l'apportez. Puis après, il y a le programme, bien évidemment, vous nous donnez de l'argent, des formations, tout ça. Ça, c'est cool. Et dernière question, parce que je vois que l'heure tourne, face à un parterre de futurs concurrents, ou peut-être même déjà de concurrents, c'est ça, je me savonne, qui voudraient démarrer une activité de service manager, ce serait quoi ton conseil ? N'y allez pas, c'est très long, ça coûte très très cher. Je ne suis pas d'accord avec ton slide. Hein. Nous, le ROI, on l'envisage à 10 ans. D'ailleurs, on pense s'arrêter. Il n'y a pas de clients dans la salle. Non, plus sérieusement, quel conseil je pourrais donner ? C'est ça ? J'en ai pas beaucoup à donner, si ce n'est que, en fait, on est allé sur Azure et très honnêtement, n'y allez pas pour vendre du IaaS. Il y a plein d'offres du marché qui font déjà ça. Par contre, il y a une vraie appétence du marché sur les plateformes as a service et sur le SaaS. Mais là, ça nécessite, encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un move. C'est-à-dire que Managed Services, à la rigueur, c'est pas le sujet. Si vous faites déjà du Managed Services, vous en ferez demain sur Azure, c'est pas le problème. Le vrai sujet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la phase amont et la compréhension de ce que peuvent apporter ces modules de PaaS, de comment on construit le Lego. Et puis en face de ça, c'est surtout le catalogue de services qu'on va y associer, parce qu'aujourd'hui, les clients veulent des catalogues de services qui soient des catalogues agiles, pas chers, bien évidemment, mais ça, on le sait tous, mais surtout des catalogues agiles et qui répondent aux besoins du business. Ça, c'est un élément structurant. Puis, dernier point, l'outillage. Vraiment, et encore une fois, hein, je le redis, on a 50 personnes aujourd'hui chez Link by Net qui font du développement sur 650. Alors, c'est l'orchestration au travers de Self-Deploy, notre produit multi-cloud, mais c'est aussi tout un tas de software, d'automatisation qui font que ça nous permet d'accélérer les déploiements, parce que c'est là qu'on fait plus d'argent. Voilà. Merci beaucoup. On a peut-être encore 2 minutes pour prendre des questions. Profitez-en.
Non, pas de questions. Merci à tous. Oui. Vous avez une superbe cloud management plateforme, vous envisagez d'en faire un mode SaaS? Elle est déjà en mode SaaS. On a notre directeur marketing qui est ici. Elle est en mode SaaS, d'ores et déjà. Alors après, on a des clients bien spécifiques, très très gros, pour lesquels on va faire du dedicating, mais elle est déjà en mode SaaS, elle existe déjà en mode SaaS. Ouais, tout à fait. Et puis on peut provider du IaaS, du PaaS, bientôt du SaaS. On parlait de professional services, monter des environnements de sécurité à l'intérieur, enfin construire son Lego. Mais bon, François Chazalon, notre directeur marketing, est là. Et puis nous avons aussi Guillaume Dulay, notre commercial en charge du déploiement de Self-Deploy, qui pourra répondre à toutes vos questions au stand numéro 10. Voilà. 2e étage, pardon. Fait bon, là. Encore une question? Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour votre attention et nous sommes à votre disposition.